Le numérique et la souveraineté, c'est le thème de la première édition de la Semaine du numérique qui se tient au Niger. Les ministres en charge de la communication des pays de l'AES prennent part à la rencontre, dont l'un des objectifs est la sauvegarde des données dans l'espace AES. La Confédération des États du Sahel en gestation, le sujet est au cœur d'un atelier à Bamako. L'initiative a pour objet de créer un espace d'échange et de réflexion autour de l'Alliance des États du Sahel. La Cour d'assises de Bamako boucle sa première session ordinaire. Depuis le 29 janvier dernier, elle a planché sur 163 affaires impliquant 225 accusés détenus. Après jugement des affaires inscrites au rôle de cette session, aucun renvoi n'est à noter. Elles ont toujours été des conseillères sensibilisatrices dans le mécanisme traditionnel de gestion des conflits. Aujourd'hui, les femmes maliennes ne sont plus que des actrices, elles sont initiatrices d'actions de réconciliation. Najim Baba Sissé nous décrit le rôle que les femmes de Tombouctou jouent dans ce sens. Le RTM vous remercie de votre fidélité. Bonsoir, bienvenue. Au Niger se tient la première édition de la semaine du numérique sous le thème « Le numérique et la souveraineté ». Du 18 au 20 avril 2024, plusieurs questions seront abordées, parmi lesquelles la sauvegarde des données dans l'espace AES, la mutualisation des services, la fibre optique ou encore la data center. Prennent part à ce rendez-vous du numérique les ministres en charge de la communication des pays de l'AES. Commentaire Boubacar Bablé Touré. Institué par l'Union africaine en 2009, se donne comme objectif de promouvoir la transformation numérique sur le continent. La semaine du numérique Sanoum 24 au Niger porte sur la thématique « Le numérique et la souveraineté ». Durant les 2 dernières décennies, le gouvernement du Niger a mis l'accent sur la digitalisation de l'administration publique, la modernisation des infrastructures et l'accès à l'Internet à des coûts abordables. Quelques indicateurs nous permettront d'avoir une idée du monde des télécommunications au Niger. Ainsi, le taux de couverture réseau est de près de 93% lié à la population. Le taux de pénétration mobile est de 45%, soit près de 14 millions d'abonnés. Et le taux de couverture Internet est de 33%. Ces indicateurs montrent que nous devrons faire beaucoup mieux pour permettre à notre économie de connaître des succès. À ces indicateurs peu réduisants, il faut ajouter une mauvaise qualité de services de télécommunications électroniques. À ce niveau, notre responsabilité et celle des opérateurs de téléphonie sont engagées. Le Niger, tout comme les autres pays africains, est confronté à plusieurs enjeux liés au manque d'infrastructures. En Afrique, le difficile défi de la souveraineté numérique est lié à l'accessibilité et au contrôle de la connectivité, ainsi que la sauvegarde des données hors du continent. En hébergeant leurs données en dehors de leurs frontières, les pays africains cèdent une part de leur souveraineté politique, économique et numérique et prennent des risques. Nous sommes aujourd'hui à la croisée des chemins, à un moment où l'existence même de nos pays est menacée. Nous devons donc nous assumer pleinement, briser nos chaînes et rechercher et gagner notre souveraineté dans tous les secteurs. Le numérique, qui est aujourd'hui un instrument au cœur du développement des nations et dont la maîtrise doit nous permettre d'exister et de nous affirmer dans le village planétaire. Selon l'Union internationale des télécommunications en 2021, le continent concentrait 1,3% des data centers mondiaux, moins d'une centaine, dont la moitié est en Afrique du Sud. La présente semaine est hautement importante à tout point de vue, car elle nous permet de réunir les acteurs du majeur de divers horizons pour discuter, échanger et collaborer sur les moyens de stimuler la transformation numérique dans notre espace sahélien. Ces conclusions doivent nous amener à d'importantes réformes de refondation de tous les secteurs de notre vie socio-économique, ce qui ne se fera pas sans secouer quelques conservatismes administratifs et habituels qui ne manqueront pas de résister. C'est donc par toute la force d'une volonté politique que nous réussirons la transformation numérique si nécessaire à nos populations. Le Mali a entrepris dans cet objectif plusieurs démarches, notamment en dédiant depuis l'an 2000 un ministère spécialement chargé des technologies de l'information
et de la communication, qui a entrepris de profondes réformes qui sont à la base de nos avancées actuelles. Les data centers sont des gros consommateurs d'énergie et sont facilement installés dans les pays froids. Mais il est possible de remédier à ce facteur pour la mutualisation des services et l'investissement dans le solaire. Ici, au Mali, les travaux de l'atelier de la journée d'échange sur l'Alliance des États du Sahel ont démarré ce matin à Bamako. L'atelier a pour objet de créer un espace de réflexion autour de l'Alliance. Les participants vont également réfléchir sur la création prochaine de la Confédération des États du Sahel. La rencontre est organisée par le ministère des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine. Youssouf Dakiti. Le ministère des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine a voulu cet atelier pour permettre aux experts de mieux réfléchir sur les différentes articulations de la mise en œuvre de l'Alliance des États du Sahel. Cet atelier vient en contribution et en complément de l'ensemble du travail énorme, gigantesque et combien important qu'ont accompli nos 3 États respectifs dans le cadre de la concrétisation de l'AIS, l'Alliance des États du Sahel. Plusieurs aspects ont été déjà développés et ont déjà obtenu des résultats significatifs et salutaires. Les discussions porteront également sur les opportunités économiques de l'Alliance des États du Sahel. Nous sommes des pays très riches, mais visiblement également pauvres. La richesse, elle est indéniable et je pense que cette volonté de nos chefs d'État de mettre nos 3 pays ensemble pour affronter tous les problèmes est un témoignage vivant de leur volonté également de s'apaisantir sur ces aspects économiques et de créer toutes les opportunités pour que les richesses de nos pays profitent à nos peuples. La circulation des personnes et de leurs biens, la gestion efficiente de la question sécuritaire sont également au cœur des priorités de l'Alliance des États du Sahel. Nos États se sont mis ensemble pour affronter ensemble les défis sécuritaires, notamment la lutte contre le terrorisme. Ce travail a déjà commencé et je pense que c'est un travail qui va continuer. À l'issue des travaux sont attendues des recommandations. Recommandations, une fois opérationnelles, permettront d'atteindre les objectifs recherchés par les États. À l'intérieur du pays, la 7e région militaire a un nouveau commandant, le colonel-major Daouda Sagara. Il a été installé dans ses fonctions aujourd'hui à Kidal par le chef d'état-major de l'armée de terre, le général de brigade Haruna Samake, Sidi El-Medi Al-Baka, Haruna Moussa Togo. Officiers, sous-officiers, militaires du rang de la région militaire numéro 7, au nom du président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, vous reconnaîtrez désormais pour votre chef, le colonel-major Daouda Sagara, ici présent. Sous la supervision du chef d'état-major de l'armée de terre, le colonel Abdou Samba Silla passe le témoin au nouveau commandant de la 7e région militaire, le colonel-major Daouda Sagara. Le nouveau commandant des zones compte multiplier les efforts pour renforcer la présence des FAMA dans la région et appelle les populations de Kidal à une franche collaboration avec les forces de défense et de sécurité. Je voudrais d'abord exprimer ma profonde et sincère gratitude aux plus hautes autorités du pays et à la hiérarchie militaire, en l'occurrence le président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, le ministre de la Défense et la haute hiérarchie militaire pour le choix qui a porté sur moi, poursuivre, à améliorer, à renforcer les missions déjà en cours d'exécution. Et cela s'inscrit en droite ligne des orientations et des instructions de la haute hiérarchie militaire. Il s'agit là de la défense et de la sécurisation sur toute l'étendue de la région de Kidal et également de protéger et de sécuriser les populations et leurs biens, leur permettre de vaquer en toute liberté à leurs activités quotidiennes. La cérémonie a été marquée par une minute de silence en hommage aux braves soldats qui sont tombés pour l'honneur et la dignité du Mali. Et il faut le dire, à Kidal, les FAMA ravitaillent la région à travers le convoi humanitaire sur l'axe
Gao Kidal et avec la frontière algérienne. Un repas de corps a mis fin à la cérémonie. Ce matin, la veuve de feu, le président Modibo Keïta, a reçu la visite de la délégation du comité de pilotage du dialogue intermalien. La toute première des premières dames de la République du Mali a fait des bénédictions et encouragé les autorités à persévérer dans le maintien du dialogue entre les Maliens. Reportage Nyalou Traoré chez Camara. S'inspirer du passé pour bâtir le futur, c'est ainsi qu'on pourrait bien qualifier cette visite du président du comité de pilotage à la veuve du premier président de la République du Mali. C'est un document de travail. Oui. Keïta Fanta Diallo, aujourd'hui octogénaire, est la digne héritière des ambitions panafricanistes de son défunt époux. Avec lui, ils ont amené le Mali à son indépendance, poser les jalons de son développement et aussi lui donner cette allure à s'affirmer sur la scène internationale. Et tout cela avec l'accompagnement du peuple malien. C'est donc un langage connu que le président du comité a délivré en ce jour en demandant le soutien de Mme Keïta dans la réussite de sa mission. Se remémorer, de se souvenir que Modibo Keïta fut le premier président de ce pays-là. S'il a un enfant qui vit, une épouse qui vit, un parent qui vit, nous devons aller les saluer et leur demander de contribuer à l'unité nationale pour lequel Modibo a consacré sa vie. Nous sommes avec des jeunes, il faut qu'on leur montre le chemin que Modibo a tracé avant de partir. C'est entouré de la famille et des fidèles des idéaux de feu le président Modibo Keïta que la délégation a échangé. Très attentifs à l'initiative, ils préciseront que les ambitions du colonel Assimi Goïta dans la refondation de notre pays sont en droite ligne de celles voulues et affichées à son époque par le président Keïta. Le président du comité, je considère que ça a été la main heureuse, ceux qui encore l'ont chargé de ça. Il est courbes l'échine, parce que ça tire comme le poids il a dit sur lui. Mais ça, c'était indispensable. Comme on le dit, il y a un adage chez nous au Mali qui dit « Notre respect et notre considération échoient à ceux qui nous en vouent autant ». Le fait de s'être déplacé pour venir voir la famille de feu Modibo Keïta, prendre son avis, chercher sa bénédiction pour le travail ô combien honorable qui vous a été confié, mais qui ne vous a pas été confié qu'à vous, mais qui a été confié à tout le Mali. Je pense que ce n'est que justice faite de venir voir sa veuve et sa fille et leur dire tout ce que l'on attend d'eux, surtout en termes de bénédiction, pour que le travail qui vous a été confié réussisse. Puisse Dieu nous assister. Quant à la veuve Keïta, malgré le poids de l'âge qui a certainement pris un certain ascendant sur la teinte de sa voix, elle s'est adressée à ses visiteurs. Une marque de plus de la considération qu'elle accorde au Mali et à son bien-être. Notre passage dans la famille nous a également permis de faire un saut dans l'histoire du premier président malien. Sa fille nous a montré la radio qui l'accompagnait lors de son séjour en prison, sa carte d'électeur datée de 1915 ou encore son tapis de prière qui résiste tant bien que mal aux péripéties du temps. Les femmes ont toujours eu un rôle de conseillères sensibilisatrices dans le mécanisme traditionnel de gestion des conflits. Aujourd'hui, cette position a beaucoup évolué. En plus d'être actrices, les femmes entreprennent des initiatives pour réconcilier les communautés afin de recoudre le tissu social. L'engagement des femmes de Tombouctou dans la cohésion sociale, c'est avec Najim Baba Sissé. À Tombouctou, les femmes ont toujours joué un rôle dans le mécanisme traditionnel de résolution des conflits.
Même si elles ne s'affichent pas directement, elles agissent en faveur de la stabilité et l'apaisement social au sein de la société, aussi bien que dans les familles. La femme de tout le temps a toujours agi dans l'ombre. Par rapport au conflit, elle n'est pas très exposée comme l'homme. Mais les hommes qui s'exposent et qui arrivent à trouver vraiment une solution au problème, c'est sûr, tu trouves dans les coulisses la femme par rapport au conflit donne son avis. Et comme c'est les hommes qui sortent en général pour essayer de débattre du conflit, quel que soit son genre, et l'homme qui réussit à régler, ou le groupe d'hommes qui réussissent à régler, tu trouves toujours qu'ils ont eu des conseils en douce. Quand la femme veut, elle peut. Donc elles avaient leur mécanisme à elles pour pouvoir amener l'entente dans les cas où des conflits, mais elles n'étaient pas assez impliquées. Certaines mésententes peuvent prendre d'autres proportions et deviennent du coup des conflits généralisés, où seules les femmes mères et conseillères ont la capacité de résolution. La place que la femme occupe, elle occupe une place de maman, une place d'éducatrice d'enfants, une place de conseillère, une place de sœur. Et c'est celle qui a le cœur plus doux, qui ne pousse jamais son enfant ou bien son mari dans un conflit quand elle est une bonne femme. Les choses ont beaucoup évolué. Il n'y a presque pas de comparaison entre hier et aujourd'hui par rapport à la place des femmes dans le mécanisme de gestion des conflits. Les femmes sortent même, il y a certaines femmes qui sortent même pour s'imposer, pour avoir la paix dans le conflit. D'autres se remettent seulement à un regroupement, venir sagement en grand nombre pour demander la sécession et la compréhension dans les conflits. Moi, je pense que la femme, maintenant, a un rôle très important. Parce que la femme doit être tout d'abord sensibilisatrice, mobilisatrice, et aussi elle doit trouver les mécanismes et les moyens pour pouvoir amener les gens à la cohésion sociale et au vivre ensemble. Le dialogue intermalien est désormais enclenché. Les femmes ont autant que les hommes des responsabilités pour la bonne réussite de ces concertations qui tiennent à cœur aux hautes autorités de la transition. Les femmes sont impliquées, elles s'impliquent davantage et que les femmes sont au cœur de ces dialogues. Même si celles qui ne sont pas présentes, en tout cas la restitution, les femmes le feront. Aujourd'hui, la femme peut sortir, s'exprimer et demander carrément certaines choses pour que ça aille et qu'ensemble on coule le tissu un peu déchiré. Nul ne doit ignorer la place des femmes dans le mécanisme de gestion des conflits. Néanmoins, celles que nous avons rencontrées estiment qu'il faut accentuer davantage leur participation dans les questions d'intérêt national. L'ambassadeur de la République du Mali à Tunis informe la communauté malienne dans la juridiction que le dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale aura lieu les 20, 21 et 22 avril 2024 dans les locaux de l'ambassade 3 impasse Aboul Atahia par la rue Dr Bumet, Mutuelle-Ville, 1002 Tunis. L'ambassadeur du Mali à Tunis exhorte tous les compatriotes à participer massivement à cette rencontre importante pour le devenir de la nation malienne. Et l'association des anciens combattants militaires retraités, veuves et victimes de guerre du Mali apporte son soutien indéfectible à la décision prise par la transition de suspendre les activités des partis politiques et associations à caractère politique, chose favorable à la création d'un dialogue fructueux entre tous les Maliens. Je le disais dans le sommaire, fin de la première session ordinaire de la Cour d'assises de Bamako. Débutée le 29 janvier 2024, la Cour a planché sur 163 affaires impliquant 225 accusés détenus. Après jugement des affaires inscrites au rôle de cette session, aucun renvoi n'est à noter. Aridjumatina. Juridiction compétente pour juger les crimes, la Cour d'assises vient de boucler les travaux de sa première session. Durant 51 jours, la Cour a jugé 163 affaires impliquant 225 accusés.
Les chefs d'accusation sont relatifs aux crimes d'assassinat, de meurtre, de coups mortels, d'association de malfaiteurs, de viols, de pédophilie, d'attentats à la prudeur et de vols qualifiés. Les audiences tendues, parfois houleuses, empreintes d'émotion et de tristesse, ont permis à la Cour de dire le droit. Les peines prononcées à l'issue de cette session se présentent comme suit. Peine de mort, réclusion à perpétuité, réclusion à temps, emprisonnement ferme, emprisonnement avec sursis. Sur ces peines prononcées, 34 au total l'ont été par contumace. Au total, à côté de ces peines, on relève 50 acquittements. La bonne réussite d'une session d'assises, c'est d'abord l'engagement et la détermination des ressources humaines qui sont chargées de l'animer. Et cela avec la volonté, l'accompagnement des hautes autorités. C'est le lieu de rendre un vibrant hommage à M. le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, qui n'a ménagé aucun effort pour la réussite de cette session. Cette session a connu essentiellement l'examen d'affaires portant atteinte à la personne humaine. À ceci s'est ajouté des atteintes aux biens. Évidemment, des condamnations sont intervenues, mais aussi des acquittements au grand plaisir du barreau que je représente ici. Parce que quelque part, nous avons le sentiment du travail bien accompli. S'il n'y a eu aucun renvoi à l'issue de la session, ce qui constitue d'ailleurs une prouesse, cependant dans les procédures soumises à l'examen, certaines insuffisances ont attiré l'attention des acteurs judiciaires. La perfection est du domaine du divin. Nos actions sont toujours perfectibles. Il est alors important, voire capital, de cerner leur personnalité à travers des éléments comme principalement l'expertise mentale, le casier judiciaire et les renseignements des moralités dont la production est une exigence légale. Notre appareil judiciaire est en pleine évolution en fonction du contexte. C'est ainsi que la Cour d'assises, dans le cadre des réformes, va très bientôt disparaître. C'est bientôt l'adoption des textes pénaux, code pénal et code de procédure pénale, et par conséquent la disparition de la Cour d'assises, en tout cas dans sa forme actuelle. Ce serait désormais le double degré de juridiction en matière criminelle. C'est salutaire et cela permettra de donner un souffle nouveau à notre appareil répressif à un moment où les besoins de justice de nos populations se font de plus en plus grands. Mais avant cela, à partir du 24 mai et jour suivant, s'il plaît à Dieu, s'ouvrira la session spéciale sur les infractions à caractère économique et financier. Notre préoccupation, Monsieur le Président, comme vous le savez, c'est qu'on a beaucoup de dossiers qui n'attendent que d'être jugés. La tenue des sessions d'assises qui procèdent de la volonté politique nécessite l'engagement et l'implication de tous les acteurs de la justice, magistrats, avocats, huissiers commissaires de justice, greffiers, secrétaires de greffe, parquets, assesseurs, officiers de police judiciaire et surveillants des prisons. Tenue ce jeudi d'une conférence d'information et de sensibilisation sur les conséquences de la corruption et de la délinquance financière. C'était à la Faculté des sciences économiques et de gestion. Timero Konaté. La corruption, un phénomène touchant tous les segments de la société, compromettant le développement et la cohésion sociale. La dynamique des refondations oblige les autorités de la transition ont inscrit au cœur des priorités la lutte contre ces mal gangrénés, dont l'un des volets est consacré à la sensibilisation. En rencontrant les étudiants de la Faculté des sciences économiques et de gestion ce jeudi, le vérificateur général veut les impliquer dans la lutte. Chers étudiantes et étudiants, vous êtes les leaders qui vont façonner la société de demain. Votre responsabilité est donc immense face au destin de notre pays. Votre prise de conscience est certainement un gage d'espérance pour la nation. Cette conférence, précise-t-il, est ce qu'on pourrait qualifier de passation de flambeau à ses étudiants, futurs cadres de l'administration. L'initiative est soutenue par la délégation de l'Union européenne qui justifie son appui par la perte de 6% de son PIB à cause de la corruption. Pour les plus anciens, vous vous rappellerez peut-être d'un slogan qui a fleuri au Mali. Ce slogan, c'était « Kokadje », pour rendre plus propre. À cela, je préfère un nouveau slogan, si vous me permettez. Kana no go, ne pas salir. Étudiantes, étudiants de la Faculté de sciences économiques et de gestion,
Que vous travaillez dans l'administration publique ou dans le secteur privé, soyez persuadés que votre engagement dans la lutte contre la corruption sera déterminant pour le développement du pays. Si la sensibilisation s'avère un volet stratégique en matière de lutte contre la corruption, la répression en est un autre et les autorités compétentes vont s'assumer en cas de nécessité. Qu'elle soit active ou passive, la corruption constitue un délit qui peut être encore plus lourdement sanctionné lorsqu'elle concerne une personne dépositaire de l'autorité publique. Les infractions de corruption, pot de vin, extorsion de fonds, favoritisme, détournement de fonds, etc., sont considérés comme des manquements au devoir de probité. Des manquements dont plusieurs cas ont été déjà sanctionnés. Il s'agit donc de renforcer la sensibilisation en privilégiant la couche juvénile. L'occasion a été mise à profit pour remettre des exemplaires du rapport de 2022 produit par le bureau du vérificateur général et 150 documents devant contribuer à alimenter la bibliothèque de l'établissement. C'est là avant de faire un tour d'horizon des missions assignées à la structure. Réduire considérablement les accidents de travail par anticipation ou prévention, la problématique est au centre des débats du premier congrès ordinaire de la Société malienne de santé et de sécurité au travail. La rencontre se tient autour du thème « Promotion de la sécurité et de santé au travail, quelle place pour les entreprises et assurances ?» Des experts venus de plusieurs pays d'Afrique et d'Europe participent au débat pour 3 jours. Batraouri. Ils sont nombreux à être victimes d'accidents, soit en allant au travail, sur le lieu du travail ou même en revenant à la maison. Selon les spécialistes de la santé et de la sécurité au travail, toutes les 15 minutes, une personne est victime d'accidents de travail dans le monde. Des mesures pouvant prévenir et réparer les accidents de travail deviennent alors une nécessité. La SOMAST, Société malienne de santé et de sécurité au travail, engage le débat à travers son premier congrès ordinaire. La santé et sécurité au travail consiste à anticiper, à déterminer, à évaluer et à maîtriser les dangers présents sur les lieux de travail qui peuvent compromettre la sécurité et la santé et le bien-être des travailleurs. Il s'agit principalement d'analyser et de gérer les risques professionnels en prenant les mesures de prévention et de protection. Le représentant de la Société panafricaine de santé et de sécurité au travail adhère à l'initiative et réitère son soutien. Ce premier congrès de la SOMAST se tient sous le thème « Promotion de la sécurité et santé au travail, quelle place pour les entreprises et assurances ?» À l'échelle mondiale, les statistiques sur les accidents de travail produites par l'Organisation internationale du travail, l'OIT, révèlent que près d'un accident de travail mortel sur 5, 18% a eu lieu en Afrique. Et pendant que le continent ne représente que 2% des emplois, dans le monde contre 15% pour l'Europe, qui enregistre moins de 18% au total des accidents. Au regard du problème du congrès que je viens d'observer, je suis arrivé à la conclusion que les panels qui seront animés par d'éminents experts venus de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Bénin, du Burkina Faso, de la Belgique, du Mali, ainsi que les témoignages, les partages d'expérience et d'informations apporteront sans nul doute des réponses concrètes aux défis de la sécurité, de la santé et de la réalisation de l'émergence économique et sociale du Mali et de l'Afrique tout entière. Ce premier congrès de la SOMAST s'étale sur 3 jours. Il sera marqué par 6 conférences, une cinquantaine de communications et des visites guidées selon le président de la corporation. Santé, toujours. L'accès aux soins de santé est un droit constitutionnel reconnu au Mali à toute personne, qu'elle soit libre ou incarcérée. C'est pourquoi en 2020, les ministères en charge de la justice et de la santé ont fait signer un arrêté fixant les modalités de prise en charge sanitaire de la population pénitentiaire dans le cadre du service public hospitalier. Hier, le comité de suivi de sa mise en œuvre a tenu sa 3e réunion pour faire le bilan de ses activités. On fait le point avec Barakissa Ouattara, Gaussou Ashtouri. Même si elles sont privées de liberté, les personnes détenues ont des droits dont l'accès aux soins de santé. C'est pourquoi le ministère de la Santé et du Développement social et celui de la Justice et des Droits de l'Homme ont signé en décembre 2020 un arrêté fixant les modalités de prise en charge sanitaire
de la population pénitentiaire dans le cadre du service public hospitalier. Et depuis, le CICR, Comité international de la Croix-Rouge, veille à ce que toutes les catégories de personnes privées de liberté bénéficient des soins de santé de qualité équivalente à ceux conformes aux standards nationaux et internationaux. Aujourd'hui, en vertu d'un accord signé en 2013 avec le gouvernement de la République du Mali, les équipes du CICR visitent les personnes privées de liberté dans les lieux de détention au Mali. Ces visites ont pour objectif d'assurer que les conditions de détention et de traitement de détenus soient conformes aux lois maliennes et aux standards internationaux. Sur la base de ces observations, le CICR partage des recommandations avec les autorités afin de trouver des solutions pour améliorer les conditions générales de détention et le traitement des détenus. Cette réunion du comité de suivi 3e du genre est destinée à mettre en exergue les avancées et formuler des propositions de stratégie pour sa mise en œuvre effective. La personne détenue ou privée de liberté est un homme ou une femme comme tout être humain qui a droit à avoir des droits, dont l'accès aux soins de santé. J'ose espérer que la synergie d'action entre le ministère de la Santé et le ministère de la Justice et l'engagement de tous les acteurs permettront de donner corps aux différentes recommandations formulées. Nous avons opté, à travers le département de la santé, pour la couverture sanitaire universelle. Et ceci dit, cela veut dire tout simplement qu'il y ait une sorte, bien entendu, d'amalgame entre les différents systèmes de protection sociale. Et quand on fait en tout cas en ce moment une synergie d'action entre ces protections, cela veut dire qu'aucun Malien ou qui que ce soit, et dans n'importe quelle condition, sa santé sera en tout cas observée. Le droit à la santé n'est ni un luxe ni un privilège. La prise en charge sanitaire des personnes privées de liberté à l'intérieur des établissements pénitentiaires comme à l'extérieur doit désormais être garantie sur des principes équivalents à l'instar de tout citoyen. En matière de lutte contre la traite des personnes et pratiques assimilées, les efforts du Mali sont reconnus au niveau international, malgré le fait que certains indicateurs ne sont pas à la hauteur des attentes. Le Comité national de coordination de la lutte contre la traite des personnes et pratiques assimilées vient de publier son rapport 2023. Il recommande notamment d'intensifier les efforts sur les 4 axes que sont la prévention, la protection, la poursuite et le partenariat. Madame Samake Oumou El Kairou Niaré a fait le point aujourd'hui dans l'invité de la semaine. Je vous propose de suivre un extrait de cet entretien et répond aux questions de Yaya Konaté. Malheureusement, effectivement, la situation s'est empirée pour 2023, par exemple, au niveau de la protection. Par exemple, quand on regarde les chiffres au niveau de la protection, l'ex-protection, il y a eu 5461 personnes qui ont été identifiées comme victimes de traite en 2023, contre 4813 en 2022. Donc vous voyez déjà l'écart. Mais ce qui est aussi réconfortant, c'est qu'au niveau des poursuites et au niveau des condamnations, il y a eu vraiment une amélioration. Parce qu'en 2022, il y a eu 18 condamnations en 2022, pendant qu'en 2023, on a eu 65 condamnations. Donc, ce qui veut dire que il y a des côtés où il y a des axes où ça ne va pas, mais il y a d'autres axes où vraiment ça s'améliore. Mais quel est l'axe qui vous donne le plus de satisfaction aujourd'hui ? Bon, je dirais que aucun axe ne me donne satisfaction parce que notre objectif c'est quoi ? C'est vraiment à ne pas avoir de traite de personnes au Mali. Voilà, l'invité de la semaine, c'est ce soir dans nos programmes. Fin des activités du projet de survie de l'enfant. La cérémonie de clôture a donné l'occasion aux acteurs concernés de faire le bilan des activités menées au cours des 18 mois d'exécution. Un projet qui a couvert les régions du Caille et Koulikoro sur un financement de l'USAID. Compte rendu, Sokunaka Misoko. La survie de l'enfant, ainsi s'intitulait ce projet, arrive à échéance dans les régions de Caille et Koulikoro. Comme son nom l'indique, le projet Survie de l'enfant, à travers ses interventions, a soutenu 8 districts sanitaires et plus de 180 centres de santé communautaires. Ces activités ont essentiellement porté sur la nutrition,
et la santé de la mère et de l'enfant dans les zones concernées. Le projet NK Expand Survie de l'enfant qui a commencé la mise en œuvre de ses activités en 2021 à travers un consortium d'ONG nationales, l'ONG JIGI, ACOD, Yamane et Amadecom. Et grâce au financement de l'USAID et le partenariat avec le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, le projet a pu contribuer à l'augmentation de la survie de l'enfant dans les régions de Kaï-Koulikoro. Le projet Survie de l'enfant s'inscrit dans le cadre de l'initiative pour le nouveau partenariat dénommé USAID NPI Expand. Dans le but de renforcer l'impact dans son appui au développement, les États-Unis, à travers l'USAID, ont lancé en 2019 l'initiative de nouveaux partenariats MPI qui vise non seulement à diversifier ses partenaires de mise en œuvre, mais aussi à élever le leadership local en favorisant la créativité et l'innovation, avec un budget de plus de 3 milliards de CFA. L'arrêt du programme, je voudrais souligner, pour ces régions, va constituer un gap en termes d'assistance pour continuer à bâtir des communautés plus résilientes, plus engagées à faire face à leurs besoins prioritaires en matière de planification familiale, en matière de santé maternelle, néonatale et infantile, en matière de nutrition et aussi dans la prévention contre les maladies évitables. Pour rappel, ce projet a été exécuté sur financement de l'USAID. Professeur Ogobara Dumbo, c'est le nom que porte la deuxième promotion de l'Institut africain de formation en pédagogie et recherche et évaluation en sciences de la santé, suivant la cérémonie de remise des diplômes avec Awa Adama Koulibaly et Abdraman Doka Traoré. Après 24 mois d'efforts, place au réconfort pour les 18 sortants de l'Institut africain de formation en pédagogie, recherche et évaluation en sciences de la santé, IAFPRES, tous diplômés en pédagogie des sciences de la santé. Ils sont enseignants maliens, camerounais et béninois, représentant la deuxième cohorte de l'Institut. Nous sommes satisfaits de la formation reçue, une formation qui nous a beaucoup édifiés. Nous avons beaucoup appris en peu de temps et beaucoup de notions qui pour nous c'est vraiment de la découverte malgré les années d'enseignement que nous avons déjà fait. Il faut dire que cette formation va réellement nous aider à mieux concevoir nos cours. En nous formant, vous avez fait le pari de nous confier votre succession. Chers maîtres, nous allons poursuivre votre combat au niveau africain, mais pas que, mais au niveau international également. L'arrivée de ce nouveau lot de médecins pédagogues est en plus pour le monde de la santé et universitaire. Ce sont des médecins spécialistes qui avaient déjà des DS et qui sont venus faire ce master. Sans pédagogie, il n'y a pas d'enseignement. Ce qui fait que ceux qui viennent d'être formés, ils peuvent directement aller au CAMES comme professeur agrégé. Un professeur médiocre parle, un bon enseignant explique, un excellent enseignant démontre, un très grand enseignant inspire, dixit William Arthur Ward. Et c'est un homme inspirant que l'homonyme de la promotion, le professeur Ogobara, a été qualifié dans la salle. Le professeur Ogobara Dumbo est également une source d'inspiration pour nous les jeunes professeurs. Le professeur Ogo, c'est l'excellence. Une des missions de l'Institut africain de formation en pédagogie et recherche et évaluation en sciences de la santé, c'est la culture de l'excellence. C'est pourquoi cette promotion a été baptisée au nom du professeur Ogobara Dumbo. Agriculture, des projets d'aménagement de plus de 29 000 hectares en submersion contrôlée et l'aménagement de 147 pistes agricoles. Ce sont là les différentes actions de développement retenues pour l'étude de la deuxième phase du programme PDIBS dans la zone de Djéné. Les acteurs et les bénéficiaires du programme se sont réunis ce mardi à Djéné pour examiner les résultats de l'étude. Reportage Boubacar Sankari.
L'objectif de cette rencontre est d'informer les acteurs et les bénéficiaires du programme de développement de l'irrigation dans les bassins du Bani et à Selengue, PDIBS, sur les résultats de l'étude de faisabilité technique de la deuxième phase du projet. Cette étude a porté sur des projets d'aménagement de 29 200 hectares en submersion contrôlée du Pondori, de Niala et de Signe, l'aménagement de 147 km de pistes agricoles et la mise en œuvre des mesures environnementales et sociales dans la zone de Djenné. Aujourd'hui, nous sommes avec les bénéficiaires et toutes les parties prenantes, c'est-à-dire les services techniques, l'administration, les collectivités, les ONG, les organisations, pour ensemble examiner cet avant-projet sommaire. Durant 2 jours, les participants vont se concerter en groupe de travail pour apporter les amendements nécessaires avant de faire des recommandations et procéder à la validation des résultats de l'étude. Je vous exhorte à suivre attentivement les présentations qui vont être faites par les consultants et de participer activement et de façon constructive au débat, ce qui vous permettra de mieux comprendre les variantes d'aménagement et les mesures d'accompagnement proposées. Rappelons que le PDIBS a pour objectif de contribuer à l'accroissement de la sécurité alimentaire et à la réduction de la pauvreté en prenant part de façon durable à l'augmentation de la production risicole et des autres productions agro-silvopastorales et piscicoles dans sa zone d'intervention. Parlons culture. Tenue de la 31e édition du Festival des masques et marionnettes de Markala, FESMAMA, plusieurs activités culturelles et une conférence ont marqué ce rendez-vous. L'édition de cette année est parrainée par Redouane Aga Mohamed Ali, ministre commissaire à la sécurité alimentaire. Reportage Fousseni Samake, Moussa Foufana. Cette 31e édition du Festival des masques et marionnettes de Markala, FESMAMA, se veut un espace de donner et de recevoir sur les plans culturels et artistiques. Il s'agit au cours de cette rencontre de valoriser la culture malienne à travers les danses des marionnettes, les expositions-ventes, les conférences, entre autres. Ce festival est un festival de culture, un festival fondé réellement sur les vraies bases du développement socio-économique, tout ça là qui dépend de la culture. Je pense que ce festival est à prendre au sérieux, à valoriser. Ce festival a pour but de renaître la culture de Markala, de montrer aux yeux du monde les masques et marionnettes dont dispose Markala. Le FESMAMA, facteur de développement socio-économique local, suscite beaucoup d'espoir. La promotion de ces activités culturelles au niveau local, elle contribue fortement à l'économie locale, au développement socio-économique, qui dit rassemblement, dit rencontre aussi de plusieurs communautés, de diverses sensibilités. Et donc c'est l'occasion de passer des messages de paix, des messages de cohésion, et aussi appeler toutes les populations à prier pour le Mali, à soutenir les autorités de transition pour les grands chantiers qui sont engagés et qui demandent de beaucoup de sacrifices. Le FESMAMA dure 3 jours. Il est l'un des premiers festivals organisés au Mali selon les organisateurs. Voilà qui met fin à cette édition. Retrouvez demain 13h Baraki Sawatara et Ibrahima Traoré à 20h. Merci. Bonsoir.